27 août 2018, nous sommes lundi, nous sommes de retour dans vos maisons avec notre émission Matin d'Éden qui se propose de vous apporter de l'information, de la bonne humeur et également quelques astuces. Merci de nous rejoindre dans ce programme qui, depuis quelques années maintenant, essaye dans la mesure du possible d'agrémenter vos matinées. Bonjour à tous, auditeurs de la 102.3 comme aime à le préciser un certain Aristide Setting qui est sur ce plateau, la 102.3, c'est Diaspora FM, c'est la chaîne de radio adossée au groupe ITV et donc l'une des deux grandes branches de ITV, c'est Eden Télévision et Diaspora FM. Donc, nous avons le plaisir de vous saluer ce matin, auditeurs de Diaspora FM, mais également les téléspectateurs, vous qui nous regardez d'Eden Télévision, que ce soit ici au Bénin. Nous sommes installés dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément à Golo-Djigbe. C'est un peu plus de 30 km du centre-ville de Cotonou. Nous avons également un site d'enregistrement dans la ville de Cotonou où se déroule également quelques émissions. Vous aurez remarqué la différence entre certains décors que nous vous présentons. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de vous présenter à nouveau cette émission Matin d'Éden de retour dans vos maisons. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui de glyphosate. Nous allons parler d'environnement pour tout dire et de glyphosate, la polémique qui a enflé pendant quelques semaines depuis la condamnation de la firme américaine Monsanto, productrice de glyphosate. 25% du glyphosate mondial est produit par cette firme condamnée, vous le savez, probablement pour avoir manqué de signaler la dangerosité de ce produit. C'est un jardinier américain qui a donc été en justice et qui a gagné son procès. Plusieurs centaines de millions de dollars devraient lui être versés si le verdict en appel est identique au verdict de la première instance. Nous en parlerons parce qu'au Bénin, le glyphosate est importé et utilisé dans la culture du coton, entre autres. Et nous allons essayer de comprendre quel est l'impact de cette utilisation au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, était en conférence de presse la semaine dernière. Il a donné des explications sur le glyphosate. Peut-on être convaincu? Faut-il se rassurer? En tout cas, l'objectif, c'est de mettre fin à la polémique et d'atteindre pour les campagnes cotonnières et vivrières à venir des records qui n'avaient jusque-là encore jamais été battus. Avant de parler du glyphosate, nous allons quand même nous intéresser à l'actualité de notre pays, notamment avec le bulletin d'information et puis avec la une des journaux. Je commence déjà par saluer mes acolytes de lancement sur ce plateau. Il s'agit de Corneille Aïssé. Corneille, bonjour. Bonjour, James Aristide Setti, bonjour, et mesdames, messieurs, bonjour. Avec vous, donc, tout à l'heure, nous aurons deux passages, déjà la une des journaux que vous allez nous présenter, mais nous allons également avoir avec vous un débat très enrichissant, et j'espère que vous aurez en face de vous le professeur que nous avons bien voulu inviter sur le sujet. Vous avez une précision à ce sujet. Oui, pas un professeur, c'est M. Patrice Sagbo de l'ONG Djinoukou. D'accord. C'est un écologiste aussi. Patrice Sagbo de l'ONG Djinoukou qui vraiment, oui, intervient énormément dans la protection de l'environnement au Bénin et fait de son mieux, notamment dans la lutte contre la destruction anarchique de nos mangroves au Bénin. La biodiversité en général. Tout à fait. Et on l'a croisé, hein, pour ce qui me concerne, on a croisé son chemin depuis 2011, quelque part, dans le département de l'Atlantique, à Massy, si je ne m'abuse. Si c'est bien dans le département de l'Atlantique, c'était à l'occasion d'une journée de la biodiversité. Donc, il sera en face de vous pour parler du glyphosate. Je pense que vous êtes assez informé. Vous avez suivi la conférence de presse du ministre et nous allons donc parler de ce qu'il y a lieu de retenir. En face de vous, bien sûr, avant que le débat ne s'enclenche, ce sera Aristide Setti pour le bulletin d'information. Aristide, bonjour. James William Bagidi, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé.
Bonjour aux amis téléspectateurs qui nous renouvellent chaque fois leur fidélité et nos amis fidèles auditeurs de la 102.3 Diaspora FM qui nous écoutent chaque matin. Merci, la 102.3 toujours connectée, une chaîne de radio qui a réussi à s'imposer avec la diversité et la richesse de ses émissions. Et comme je vous l'ai déjà promis, les prochaines semaines seront également très enrichissantes puisque une transformation de Matin d'Éden approche et pour vous donner encore plus de plaisir dans le suivi quotidien de cette émission. Donc, nous parlerons du glyphosate, mais déjà, j'ai une mauvaise nouvelle. Certes, beaucoup de gens au Bénin ici ne le connaissent pas. Son nom, c'est John McCain. Il fut candidat aux élections présidentielles aux États-Unis en 2008. Il a affronté donc Barack Hussein Obama. Il avait perdu ses élections. Nous étions bien contents au Bénin de le voir perdre, mais c'est un grand homme, ancien combattant de la guerre du Vietnam. Il s'est opposé de façon très frontale et très énergique à la gouvernance du président Donald Trump depuis que ce dernier s'est même prononcé pour être candidat. Il n'a jamais trouvé en Donald Trump un homme capable de diriger convenablement les États-Unis d'Amérique, mais atteint d'un cancer, du cerveau. Il a décidé, il y a environ 48 heures, de mettre fin à son traitement. Cela lui a été fatal parce que déjà le cancer était incurable et il ne pouvait plus s'en sortir. Et malheureusement, il y a quelques semaines, alors qu'il critiquait encore Donald Trump, une collaboratrice du président américain s'est permis de dire que de toute façon, ça en serait bientôt fini parce que atteint d'un cancer en phase terminale, Donald Trump mourrait et que le président Trump serait débarrassé de ses critiques. C'est fort dommage que l'on puisse s'exprimer ainsi. Malheureusement, en tout cas, c'est Dieu qui décide. Donald Trump aura peut-être aujourd'hui été débarrassé de John McCain, mais John McCain, quand il part avec une grande aura, celle que n'aura peut-être jamais ceux qui le critiquent aujourd'hui. Je tiens donc à ce que nous rendions donc ce petit hommage à ce grand homme américain qui, même si il n'aurait pas pensé à l'Afrique comme d'autres dirigeants américains ou les dirigeants africains devraient le faire eux-mêmes. John McCain est un grand homme de l'histoire des États-Unis qu'il faut saluer donc pour ce qu'il a fait et ce qu'il donc a réalisé face à un président comme Donald Trump dont nous connaissons également quelque peu les écarts. Voici maintenant l'heure de la une des journaux. Je pense que Koné Aïssé, que vous avez déjà vu, est prêt pour le sujet. Koné, à nouveau, à vous pour la une des journaux. Bienvenue à toutes et à tous. La revue des titres ce matin d'Éden, La Nation, le quotidien du service public, titre ce matin. Rencontre du chef de l'État avec les têtes couronnées, réforme en vue à la chefferie traditionnelle. Service de santé, l'hôpital de zone d'Alada mis en service. Et puis, Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus aux commandes pour 4 ans. Nous informe ce matin le quotidien La Nation. Palmarès. Palmarès, titre, atelier d'actualisation du fichier électoral national. Yaoudéo prêt pour le défi au Corse-les-Pieds. Les députés membres du Corse-les-Pieds de l'ANT se donnent la main pour une actualisation fiable. Santé, le paradoxe béninois. Le glyphosate interdit au Togo quand le Bénin persiste. Et c'est la santé des Béninois primaire sur le business? Interrogation. Du quotidien Palmarès, santé, le paradoxe béninois. Le glyphosate interdit au Togo quand le Bénin persiste. Après Palmarès, on retrouve la dépêche. Examen d'ailleurs ce lundi de la loi portant code électoral. Le président de la Renaissance du Bénin relève des atteintes graves à la cohésion nationale. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien. La dépêche, autre actualité avec la dépêche pour complicité en bande organisée d'escroquerie. 2 agents de la police républicaine écopent de 5 et 10 ans de prison ferme. Et puis réaction des internautes suite à la sortie fracassante du
du préfet du littoral. Tobola sort ses gants. Il va y voir bien la photo de Tobola sur le quotidien La Dépêche de ce jour. Vous verrez ses yeux foncés complètement. On va continuer avec le Martinal. Le Martinal Réforme et PAG. Les chefs coutumiers chez Patrice Talon. Les chefs coutumiers chez Patrice Talon pour une meilleure représentativité des femmes. L'Union fait la nation arme ses Amazones. L'information est rapportée également ce matin par le quotidien Le Martinal. Martin Livre, titre étude en vue du code électoral au Parlement. Aïvo écrit à Rumbedji aux anciens présidents Idi Amoussou Nango. Et autres, on va rester avec Martin Livre qui titre aussi point faible des deux réformes électorales. Réaction d'un constitutionnaliste émérite, la charte et le code doivent être retirés. Eh bien, nous informons ce matin. Matin Libre, réaction municipalité de Cotonou et la tutelle Tobola peine toujours à maîtriser ses nerfs de jeunesse. C'est allé aussi avec Matin Libre, l'autre vision, session extraordinaire à l'Assemblée nationale vers l'assainissement du paysage politique béninois. Les députés appelés à de profondes réflexions sur le nouveau code électoral, la projet pour la celle de Diegbadji. Sauvons la mangrove Sika Hadjaï expose les bienfaits de l'initiative. Et puis, élection de Mathurin de Chacus à la tête de la Fédération béninoise de football, titre aussi l'autre vision. Osvaldo Beki, véritable artisan d'une transition réussi selon le quotidien L'autre vision. Le Béninois libéré pour poursuivre la revue des titres sur Matin d'Éden. Le Béninois libéré, glyphosate fort tape fort sur Patrice Talon. Glyphosate fort tape fort sur Patrice Talon pour désigner que le président togolais a déjà interdit l'utilisation du glyphosate au Togo. On reste avec le Béninois libéré qui titre aussi pour un renforcement efficient de la coopération Japon-Bénin. Soglo attendu à une grande réunion à Tokyo. C'est le Béninois libéré qui nous apporte l'information. L'Afrique en marche, le quotidien L'Afrique en marche, plénière relative au code électoral. La démocratie béninoise au tournant de l'histoire, discorde entre la rupture et le BMP. Les députés de la mouvance vont-ils se révolter et voter pour leur propre mort politique? C'est une interrogation du quotidien L'Afrique en marche. Ali aussi avec L'Afrique en marche, loi électorale en République du Bénin. Léadi Soglo ressort les dispositions discriminatoires du document. C'est Ali aussi avec L'Afrique en marche. Les 4 vérités. L'actualité à la une du quotidien. Les 4 vérités face aux critiques contre la coalition Bénin en route. Les clarifications de Jean-Baptiste Ronguet. La coalition Bénin en route a une vision se baser sur la jeunesse mobilisée pour accompagner le chef de l'État dans la réalisation du PAG. Eh bien, dit-il, c'était le week-end sur Soleil FM. Des propos de Jean-Baptiste Ronguet de la coalition Bénin en route relayés ce matin par le quotidien Les 4 vérités. On reste avec les 4 vérités qui parlent aussi sport. Comité exécutif de la Fédération béninoise de football CFR, Mathurin de Chacus, élu président pour 4 ans et place son mandat sous le signe d'un nouveau départ pour le football béninois. Puis concertation avec les têtes couronnées du Bénin, Talon réaffirme son attachement aux valeurs endogènes. À la suite du quotidien, les 4 vérités, on retrouve le révélateur du jour. Le révélateur du jour, animation politique dans la ville de Porto-Novo, donna Jean-Claude Oussouambac l'ouragan dans la Canciel. Donna Jean-Claude Oussouambac l'ouragan dans la Canciel. Hausse vertigineuse des cautions de participation aux élections. Le PPS de Saléo Adamou s'y oppose. C'est allé dans la ligne du quotidien. Le révélateur du jour. Bénin intelligent. Le quotidien Bénin intelligent, nuit des espoirs de la jeunesse béninoise. Honneur et encouragement de l'OCG à une jeunesse talentueuse. Avec Bénin intelligent à lire également actualisation du fichier électoral. Le COS, les pieds et la ANT font le pari d'un fichier électoral permanent. Et puis Assemblée générale de la FBF, Mathurin de Chacus porté en triomphe. Tous les détails allés dans la ligne du quotidien. Bénin intelligent, l'investigateur de ce lundi 27 août 2018. Élection à la Fédération béninoise de football, 73%. Des délégués portent Mathurin de Chacus les grandes leçons à tirer. La nouvelle équipe reçoit les félicitations de Christelle Rondonoubo. C'est allé avec l'investigateur Jean-Baptiste Ronguet sur Soleil FM Bénin en route. Elle est pour accompagner Patrice
Talon. Les détails à lire dans le quotidien. L'investigateur Libération, le journal Libération, rencontre inédite au sommet de l'État. La chefferie traditionnelle réaffirme son engagement à accompagner Patrice Talon, le chef de l'État, plus que déterminé à préserver les valeurs endogènes. Après la Libération, eh bien, les pharaons s'affichent. Les pharaons ont titré ce matin « Session extraordinaire de ce jour ». Le Parlement entame le processus de l'assainissement du paysage politique. Le Parlement entame le processus de l'assainissement du paysage politique. Élection à la FBF Mathurin de Chacus, plébiscité par ses pairs au poste de président. La Relève Info, le quotidien La Relève Info, Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, plébiscité vers un renouveau du football béninois. Littérature et culture, quelques erreurs à éviter en français. Quotidien alors à consulter par nos élèves et nos étudiants actuellement en vacances. Littérature et culture, quelques erreurs à éviter en français. C'est avec La Relève Info. Colline Info maintenant pour boucler cette revue des titres. Colline Info, nouveau bureau de la Fédération béninoise de football. Le colonel Pamphile Zomaon, une fierté pour les collines. Les clubs du département comptent beaucoup sur sa franchise et son honnêteté pour se relancer sur la scène du sport roi. Avec Colline Info à lire aussi, session extraordinaire au Parlement. Les ministres Kouché, Fatouma, Dienontin, Aboubakar Yaya face à leur destin ce lundi 27 août 2018. Ça se joue au Parlement. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Koné Aïssé. Il se jouera au Parlement donc plusieurs destins. D'abord celui du code électoral, parlons-en rapidement. Ces dispositions qui posent problème, ces cautions extrêmement élevées que pourtant l'on peut comprendre quand on se pose dans la dynamique d'une participation massive du peuple à la candidature de celui qu'il considère comme étant son leader. Est-ce que vous partagez cette vision que nous a présentée notamment notre dernier invité en date sur Dimanche Politique? Ben, vous savez, pas tout à fait. Vous savez, le Bénin, c'est vrai que ce n'est pas une petite démocratie sur le continent, mais ce n'est pas encore, on n'a pas encore atteint ce niveau de maturité démocratique qu'on voit dans certains pays où quand vous êtes candidat, c'est la population à la base qui suscite la candidature, même qui cotise et qui vous aide dans la préparation des campagnes et autres. On l'a vu dans ce pays. Vous voyez, quand on était à l'université, nous avons vu quand même un jeune André Assay qui, entre-temps, s'est porté candidat et sollicitait le soutien, ne serait-ce que 100 francs, 25 francs de la part des étudiants d'alors et des jeunes d'alors, mais nous savons comment ça a évolué. Donc si les jeunes ne partagent pas sa vision et que les tests ne permettent pas que l'on arrive là, est-ce qu'aujourd'hui on écrit des tests pour pouvoir en arriver là? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Bon, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose pour le moment, mais est-ce qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, porter la caution à 200 000, encore que c'est 200 millions, hein. 200 millions, quand il s'agit des élections législatives, et ça, c'est des listes. On peut comprendre parce que la caution, certainement, c'est le candidat positionné et le suppléant. Donc, si on l'a pas divisé par deux et autres, ça peut se faire comprendre rapidement. Mais quant à la présidentielle, 250 millions, moi, je trouve quand même que c'est bien d'apporter les réformes, c'est bien de changer un peu les choses dans le pays politiquement parlant, mais il faut tenir aussi compte du niveau du pays, des réalités du pays. Je ne trouve pas un Béninois capable de mobiliser 200 millions, 250 millions pour une élection si nous n'enlisons pas dans des compromis et autres que vous connaissez. Patrice Talon, quand il était candidat, dans ses discours, quand il a pris en main les choses, il parlait de la lutte contre le pouvoir de l'argent dans les élections. Donc ici, est-ce qu'avec les réalités actuelles du pays, avoir un code comme ça avec cette disposition, est-ce qu'on lutte contre le pouvoir de l'argent dans les élections ou on renforce le pouvoir de l'argent dans les élections? Donc la question reste ouverte et le débat doit poursuivre normalement. Donc je trouve quand même que 200 millions, 250 millions, la barre est un peu haute et il faut quand même que les députés aujourd'hui puissent quand même faire des réflexions et que les lois votées reflètent réellement la réalité de notre pays et que la démocratie soit quand même sauvée dans notre pays aussi. Autre chose qui est important et que les députés pourraient accepter donc dans ce code électoral, en tout cas c'est prévu dans la proposition de loi qui a été validée par la commission des lois, c'est que il faut 15% pour chaque liste, il faut avoir atteint 15% des suffrages au plan national pour que les candidats portés par cette liste-là, quand ils arrivent en bonne position, soient déclarés élus.
Quel commentaire vous en faites? Mais ça va être compliqué. Et quand le quotidien Afrique en marche parle de la mort politique, pour certains... Ce n'est pas l'occasion également de se débarrasser d'une classe politique vieillissante qui refuse depuis de nombreuses années de passer la main. Mais cette classe politique vieillissante dont nous parlons sera remplacée par qui? Est-ce que vous n'avez pas les compétences pour faire voter des lois? Si déjà des dispositions bloquent la jeunesse, parce que quand vous parlez de la caution, nous parlons de la caution des 200 millions. Si nous entendons, nous pouvons cotiser cet argent-là. Vous voyez des jeunes, combien de jeunes béninois capables de mobiliser 200 millions? Quand c'est une liste, c'est ça le problème aujourd'hui. On sait très bien que aucun jeune seul ne peut le faire. Les 15% dont vous parlez, aujourd'hui, Patrice Talon est pour le système partisan. Il faut éviter avec les clubs électoraux, comme les politiciens même le disent, quand c'est quelqu'un qui est le chef qui décide de tout, et ça devient carrément un jeu de famille ou de l'apanage de X et de Y. Mais je crois qu'il faut aller pas à pas avec les réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà complètement ancré dans ce système au point où il faut mettre ces gens de disposition? Je ne trouve peut-être pas l'opportunité pour le moment de le faire ainsi. Donc, je dis encore une fois, les députés sont face... c'est un grand tournant aujourd'hui pour ce qui va se passer, encore que nous soyons à la veille des élections législatives et qui vont ouvrir le bal de plusieurs élections qui vont s'enchaîner et autres. Donc, je crois quand même que il faut que l'intérêt supérieur de la nation puisse primer quand même sur les votes. Il ne faut pas que ça soit juste un vote parce qu'on soutient les actions du chef de l'État ou qu'on soit du camp présidentiel et puis on vote comme ça. Encore faudrait-il qu'on sache si cette proposition émane vraiment du chef de l'État, parce que c'est une proposition de loi, ça vient des députés, comme on l'a vu par le passé, il pourrait éventuellement dire que ce n'était pas vraiment lui qui était à la manette. Oui, je ne dis pas forcément que c'est lui à la manette, mais je trouve quand même que nous avons un BMP qui tel un enfant assez docile, eh bien, se retrouve face à un Dieu qu'on sait sans arrière-pensée. Je trouve quand même que la relation est un peu trop fondée peut-être sur d'autres intérêts que nous ne maîtrisons pas. Mais une fois encore, nous avons ces députés, ils sont pas n'importe qui dans ce pays, ils maîtrisent tous le pays, ils savent bien de quoi il est question. Et je crois quand même qu'ils doivent quand même faire le choix qu'il faut pour le peuple béninois. Rappelez-vous, quand il était question de séminaire parlementaire justement sur ce code électoral, on n'a pas entendu des chiffres de 200 millions, 250 millions. Absolument. On était autour de 50 millions et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le document finalement adopté par la commission des lois parle de 200 millions et 250 millions. Donc il y a des jeux qui ne sont pas tout à fait catholiques là. Voilà. Dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, vous êtes peut-être un amateur de foot, Mathurin Deschacus élu à la tête de la Fédération béninoise de football. Est-ce que cela augure de bons lendemains pour le football béninois qui est aujourd'hui complètement en léthargie? Non, je lis quand même que le football béninois a été débarrassé quand même je ne dirais pas d'un parasite, mais de quelqu'un qui a pris la chose nationale comme étant une entreprise privée. Je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez très bien. Bon, alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr de savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le plus sportif béninois connaît celui dont nous parlons. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment l'élection a été faite déjà de Chacus, déjà dans les coulisses, entre-temps publicité, pas d'autres candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, il y a déjà une union autour du football béninois qu'on est en train de ressentir, avec surtout la volonté du régime actuel à travers le ministre Oswald Omeki. Donc je crois quand même que si on reste sur cette lancée et que Mathurin Deschacus, tel qu'il le dit, le nouveau départ du football, que ça soit un réel nouveau départ, que ça ne soit peut-être pas un nouveau départ politiquement parlant, qui, même si il avance un peu aujourd'hui, le Bénin révélé, quelques couacs. Je crois qu'ici, il faudrait que ça soit un véritable nouveau départ pour le football béninois parce que ça va être un grand plaisir, une joie immense pour ce peuple-là de voir les écureuils à la CAN 2019. Je ne sais pas si on est toujours dans la danse pour la CAN 2019 au Cameroun, le mondial Qatar 2022 et autres là. Donc ça va être quand même... le peuple béninois adore le football, c'est le sport roi. Vous voyez, quand les écureuils remportent un match, que ça soit à domicile ou à l'étranger, regardez la ferveur qui s'empare, l'euphorie qui s'empare de ce peuple béninois. Et il faut quand même que les dirigeants du football aujourd'hui puissent quand même être touchés par cela et qu'ils
qu'il n'y ait plus de bricolage, qu'il n'y ait plus d'affinité, qu'il n'y ait plus de comment vous appelez, de manipulation, parce que tel joueur a peut-être d'accord pour peut-être quelques pourcentages sur ces... Donc, on le positionne et on va laisser le meilleur. Non, il faut qu'on choisisse les meilleurs parce que nous en avons dans ce pays et peut-être à l'étranger aussi, nous avons de bons joueurs que le Bénin peut quand même promouvoir pour faire la couleur de son football et ceci d'être le mauvais élève dans la sous-région. Parce que le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Ghana, ces pays de la sous-région nous ont complètement dépassés. Ils sont très loin. Il faut que le Bénin rattrape ça. Merci beaucoup à vous, Koné Aïssé. Vous serez de retour dans un moment sur ce plateau. Nous allons parler de glyphosate, notamment suite à la conférence de presse animée par le ministre Gaston Dossoui à ce sujet. Nous allons continuer cette émission maintenant avec Aristide Setin et le bulletin d'information tout de suite sur Matin d'Éden. Ce mini-journal par le chapitre politique, le cercle du parti Alternative Citoyenne s'agrandit avec de nouvelles adhésions. 7 mouvements politiques ont décidé de se joindre au parti Alternative Citoyenne. Une adhésion qui s'inscrit dans l'optique de la concrétisation des grands regroupements. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée à Cotonou ce samedi 25 août 2018. Reportage Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Bientôt la fin de la prolifération des partis, alliances et mouvements politiques au Bénin. Ce samedi 25 août 2017, plusieurs mouvements, alliances et creusets politiques ont rallié le parti Alternative Citoyenne, vieux de 5 ans. Il s'agit de l'Union des jeunes et des femmes pour le développement du Bénin, la 15e citoyenne, le Rassemblement des artisans pour une nation épanouie, l'Union des jeunes dynamiques pour un idéal commun, le Mouvement pour la démocratie et la liberté, le Mouvement Ensemble Mixité et le Cercle de réflexion pour le développement de commun. Une fusion au cours de laquelle les dirigeants de ces creusets politiques se sont à tour de rôle engagés à soutenir les actions du gouvernement Talon pour un réel développement du Bénin. Aujourd'hui, la vérité des faits rassure que la rupture pour un nouveau départ n'est pas une tiède rhétorique de quelques plaisantins en mal de popularité, mais à coup sûr, le remède choisi par le peuple du Bénin contre la poursuite effrénée de l'effondrement des valeurs et des repères dans notre pays. Au regard de ces considérations que nous, militantes et militants, personnalités et notabilités des mouvements et associations ici présents, avons pris l'engagement ferme par la présente déclaration commune d'appartenir au parti Alternative Citoyenne. Une décision courageuse est saluée par le président du parti qui les accueille, Alternative Citoyenne. Soyez-en fiers. Le parti Alternative Citoyenne va vous accompagner dans cette adhésion que je qualifie d'adhésion partenariat, adhésion collaboration et adhésion fusionnelle. Nous serons désormais ensemble. Nous sommes déjà ensemble. Et quand on est ensemble, il n'y a pas de peur. Alternative Citoyenne, nous sommes sur la bonne voie. Et cette voie appelle l'union. Nous sommes allés dans un système de regroupement partisan qui plutôt demande un mariage, une union. En attendant la création du grand parti politique au Bénin, le bloc progressiste, ses militantes et militants ont été entretenus sur la pertinence de la proposition de loi portant charte des partis politiques et du nouveau code électoral au Bénin. Un exercice fait par l'honorable Orden Aladati. Des réformes chères au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, et que les nouveaux adhérents auront à défendre partout où besoin sera. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et l'ambassadeur du Japon près le Bénin ont procédé ce vendredi à l'inauguration de l'hôpital de zone d'Alada.
Les populations d'Alada et des localités environnantes peuvent désormais souffler un ouf de soulagement en matière de soins sanitaires. L'hôpital de zone inauguré, fruit de la coopération bénino-japonaise, vient donner une satisfaction aux populations en quête de soins de santé de qualité. L'événement s'est déroulé dans la commune d'Alada en présence de plusieurs personnalités. Reportage Samson Oké et Fréjus Fiossi. La zone sanitaire Alada Z-Fort est désormais dotée d'un hôpital de zone. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le système de mise en œuvre des services de soins par zone et offrir aux populations les soins de santé de qualité et ceci dans les meilleures conditions. La cérémonie de son inauguration s'est déroulée ce 24 août 2018 à Alada en présence des autorités politico-administratives, des chefs traditionnels, des têtes couronnées et des populations bénéficiaires. Prenant la parole, le maire d'Alada, Michel Aklientor, est, au nom de ses pairs des autres communes, revenu sur les caractéristiques de l'ouvrage avant d'exprimer ses gratitudes au gouvernement de Patrice Talon. L'hôpital de zone d'Alada Tofos d'une capacité de 65 lits est doté de services de consultation externe, d'accouchement, d'examen, de soins d'hospitalisation, d'urgence, d'imagerie médicale, de pharmacie, d'opérations chirurgicales et d'autres spécialités dont l'ORL, l'ophtalmologie, la gynéco-obstétrique et la pédiatrie. Il me soit permis, avant tout, de dire avec fière chandelle un sincère remerciement à son Excellence le président Patrice Guillaume Talon ainsi qu'à tout son gouvernement pour les nombreux et inlassables efforts qu'il déploie pour que notre pays soit un Bénin véritablement révélé. Je m'en voudrais ici de ne pas mettre en exergue l'admirable capacité de négociation dont a fait montre le gouvernement de mon pays, qui, de ce montant, a pu convaincre la coopération japonaise. En fait, cette authentique prouesse ne tient pas du hasard, mais procède clairement de la nouvelle crédibilité qui auréole notre pays depuis quelques moments. Maintenant, grâce à la gouvernance empreinte de rigueur dont fait montre depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État, soutenu par une équipe gouvernementale dynamique. D'un coût global de 11 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de financement par le Japon et 1 milliard par le budget national, cet hôpital est le fruit de la coopération bénino-japonaise. Pour le ministre de la Santé Benjamin Hunkwating, la réalisation de cette infrastructure répond à la volonté du chef de l'État de garantir le bien-être aux citoyens béninois à travers le programme d'action de son gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est le lancement officiel des activités de l'hôpital de zone d'Alada qui desservira 3 communes, à savoir Alada, Tofo et Zé, comme prévu par la politique sanitaire du Bénin pour rapprocher les centres de santé des populations en vue de leur meilleure prise en charge. Cet hôpital viendra combler le vide qui existe au niveau de la région pour la prise en charge sanitaire des populations de cette localité. Je suis très heureux que le Japon puisse contribuer à l'amélioration des services médicaux et sanitaires pour les populations d'Alada et ses environs. Mesdames et messieurs, assurer des services médicaux et sanitaires de qualité aux populations est un souci permanent pour tous les pays et surtout en Afrique. Avant la visite des différents services de l'hôpital, c'est à Sa Majesté Tcherosu Podegbe Lamafan, roi d'Alada, l'honneur est revenu d'implorer la bénédiction divine et celle des manes des ancêtres sur cette nouvelle infrastructure sanitaire. Au nom des entités traditionnelles du Bénin, entité céleste, entité terrestre et entité maritime, nous bénissons l'hôpital de zone d'Alada Tofo Zé. Le roi Podegbe Lamafan Digla, toujours égal à lui-même. Parlons toujours de santé. Le ministre Benjamin Hunkwating
a donné une conférence de presse vendredi dernier. Il a annoncé que les contrôles d'exercice en clientèle privée des professions médicales démarrent le 1er septembre 2018. Face aux professionnels des médias, le ministre est revenu sur les différentes mesures prises dans le cadre de l'interdiction de l'exercice en clientèle privée dans les professions médicales et paramédicales. Il a par ailleurs insisté sur la ferme volonté du gouvernement à aller jusqu'au bout dans ces réformes sanitaires. Tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. Écoutons ici maintenant un extrait des déclarations du ministre de la Santé au micro de Samson Oké. Le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Ne pouvons rester indifférents à cette situation qui met en péril non seulement l'hôpital public, mais aussi la vie des patients. Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 juillet 2018, a adopté 2 décrets. Les nouvelles mesures ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne 2 effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Premièrement, l'option à faire par les acteurs ciblés de rester dans le secteur public ou de choisir de se consacrer exclusivement à leurs activités dans le secteur privé. C'est donc un choix à faire. Deuxièmement, la date de démarrage des contrôles fixée au 1er septembre 2018. À cette date, les acteurs concernés devraient avoir fait l'option de se conformer à la nouvelle disposition légale en matière d'exercice de la profession médicale. Passé le délai du 1er septembre 2018, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi et des sanctions ne manqueront pas d'être appliquées. Et en termes de sanctions, je voudrais livrer l'intégralité de l'article 3 du décret 2018-342 du 26 juillet 2018 portant suspension d'autorisation et révocation d'autorisation qui dispose qu'en application des dispositions des articles 20 et 84 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Dans un deuxième alinéa, cet article 3 prévoit que tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. Plusieurs dispositions sont également prises pour assainir totalement le secteur privé. Il s'agit notamment de la définition d'une feuille de route, de la mise en place d'un cadre de concertation regroupant toutes les parties prenantes et d'une série de mesures visant à finaliser avec diligence le processus de délivrance de nouvelles autorisations d'exercice en clientèle privée et d'ouverture d'établissements privés de soins. Je lance un appel pressant à tous ceux qui se livrent à l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales, notamment dans des habitations et autres locaux clandestins, pour qu'ils mettent fin à cette pratique néfaste avant la descente sur le terrain des équipes de contrôle. La loi sera appliquée avec la dernière rigueur à tous les contrevenants. Le procureur général près la cour d'appel de Cotonou était lui aussi ce vendredi face à la presse. L'objectif de ce point de presse du procureur est de faire le point de la session supplémentaire de la cour d'assises tenue du 16 juillet au 23 août 2018. Une session au cours de laquelle les dossiers inscrits au rôle ont augmenté de 25 à 34. Je vous propose de suivre sa déclaration au micro de Laurent Roland Tonenkes et de Romaric Devouchi. Les travaux de cette session ont effectivement démarré
le 16 juillet 2018, mais ont pris fin un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 23 août 2018, suite à l'arrêt de renvoi pour complément d'information dans le dossier ministère public contre Alofa Kossi Kodjo et Amoussou Donatien, précédemment prévu pour durer jusqu'au 24 août 2018. Après plus d'un mois d'audience tenue, les statistiques se présentent ainsi qu'il suit. Nombre de dossiers au rôle, 34. Nombre de dossiers avec condamnation, 26. Nombre de dossiers avec acquittement, 1. Nombre de dossiers vidés avec internement des accusés, 3. Nombre de dossiers renvoyés à une session ultérieure, 4. Nombre de dossiers constatant l'extinction de l'action publique, 1. Nombre de personnes condamnées, 34 personnes, et nombre de personnes acquittées, 1 personne. Les condamnations prononcées portent sur les travaux forcés et la réclusion criminelle. Condamnation à perpétuité, 4 accusés. Condamnation à 20 ans, 8 accusés. Condamnation à 15 ans, 4 accusés. Condamnation à 12 ans, 3 accusés. Condamnation à 10 ans, 2 accusés. Condamnation à 8 ans, 2 accusés. Condamnation à 7 ans, 3 accusés. Condamnation à 6 ans, 2 accusés. Condamnation à 5 ans, 4 accusés. Et enfin, condamnation à 4 ans, 1 accusé. S'agissant des recours, il est à noter qu'à cette date, 5 pourvois ont été enregistrés. Il s'agit de pourvois faits par les accusés et les parties civiles. Nous allons enfin parler de nous, c'est-à-dire des médias. C'était le 199e numéro du Club Média. Club Média 7 vendredi. Club Média Plus vendredi dernier. Et on a noté, chose rare, la présence de l'ambassadeur de Chine après le Bénin. Tout à fait, au cœur des échanges, les relations de la Chine et du Bénin, celles de la Chine et de l'Afrique. L'invité des hommes des médias n'a pas manqué de parler du 3e sommet sino-africain prévu pour début septembre. Nous invitons à suivre un extrait de l'exposé de l'ambassadeur Jintao Ping. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans l'après-midi du 3 septembre. Le président Xi Jinping va prononcer un discours important en expliquant complètement les nouvelles idées et nouvelles propositions de la partie chinoise pour renforcer les relations avec l'Afrique. Il va annoncer de nouvelles mesures et actions de la Chine dans la coopération avec l'Afrique, en fixant les priorités dans le développement industriel, infrastructurel, commerce et investissement, exploitation de la ressource humaine, éducation, santé publique, culture, protection de l'environnement, sécurité et la paix. Ces nouvelles mesures vont apporter certainement des soutiens importants au développement et à la transformation économique des pays africains, mais aussi de nouvelles impulsions de partenariats au partenariat global de coopération stratégique sino-africain. La conférence en table ronde des chefs d'État sera le moment pour discuter les questions les plus importantes qui les préoccupent. Pour le Bénin, son Excellence Monsieur le Président Talon a accepté aussi avec plaisir l'invitation de son homologue chinois, Monsieur Xi Jinping, pour la participation au sommet
et une visite de travail en Chine. Ce sera un bon moment pour les deux chefs d'État de partager leur vision sur la coopération entre la Chine et l'Afrique en général, la Chine et le Bénin en particulier. Ce sera leur première rencontre depuis la prise au pouvoir du président Talon. Bien qu'ils échangent beaucoup de messages sur les questions importantes bilatérales ou internationales depuis 2016. Ils auront certainement beaucoup de sujets à discuter, tels que l'ancrage de la coopération sino-béninoise dans celle du FOCAC, l'association de la stratégie de développement béninois à l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Les succès aujourd'hui de la Chine dans le développement économique sont réalisés grâce à la réforme et l'ouverture depuis 40 ans. Le Bénin aussi a commencé sa marche dans la réforme. Les deux pays auront beaucoup de langage commun à communiquer, d'expériences à échanger. La Chine est toujours prête à accompagner le Bénin dans sa voie de réforme et de développement. Les secteurs prioritaires de coopération seront construction infrastructurelle, agriculture, éducation, santé publique, investissement direct, etc. Ce qui est le plus important consiste l'ancrage de la BAG avec l'initiative La Ceinture et la Route. Maintenant, 9 pays africains ont signé avec la Chine l'accord de coopération dans le cadre de La Ceinture et la Route. C'est terminé pour le bulletin d'information, n'est-ce pas, Aristide Setti? Tout à fait. Et nous revenons demain déjà à partir de 9h pour la même mission républicaine. Mission républicaine, mission Eden, mission ITV, mission Diaspora FM. Merci à vous, Aristide, et merci donc à tous les téléspectateurs et auditeurs d'avoir suivi ce bulletin d'information. Matin Eden se poursuit dans un instant avec le conducteur de taxi moto. Son nom, c'est Toussaint Djossou, un ancien de la pratique du métier, 20 ans déjà qu'il roule à 2 roues dans la ville de Cotonou pour transporter au bonheur des usagers de ZIM, donc les clients. 20 ans déjà donc de taxi moto à son actif, et il parle aujourd'hui de l'implication de certains fonctionnaires de la police républicaine dans des cas de braquage et de corruption et même d'escroquerie au Bénin, ce qui a abouti, vous le savez, à la condamnation de 2 d'entre eux à des peines de prison ferme de 5 et 10 ans. Voici donc ce que nous dit Toussaint Djossou, c'est dans On vous aime. Maintenant, il y a mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Ça fait un peu longtemps, hein. Il a fait au moins 20 ans dans ce métier. Et moi, vraiment, ça me fait un peu mal. Ça salit notre pays que les braqueurs, les policiers seront impliqués dans l'affaire des braquages. Moi, je vois qu'il faut traiter ces policiers durs. Parce que, normalement, c'est les policiers qui doivent arrêter les braqueurs. Maintenant que les policiers se sont impliqués, donc ils encouragent les braqueurs à faire encore plus mieux. Si le policier est impliqué dans cette affaire, comment ils peuvent arrêter les braqueurs? Donc moi, je vois que je demande au monsieur, à notre président, de traiter ces policiers durs. Donc, mais ce que j'ai à dire, je vois que le président est à pied d'œuvre. Parce que avant, on n'a jamais entendu qu'un policier, qu'un gendarme est impliqué dans cette affaire. Maintenant que la sécurité a pris sa forme au Bénin, beaucoup de choses maintenant se dévoilent. Donc, avec ces policiers, il faut les traiter durs. Et maintenant que moi je suis en train de voir que c'est parce que les policiers se sont impliqués qu'on n'arrive pas à arrêter les braqueurs. Parce que même à Cotonou, on entendait du braquage, même au supermarché Monsinaï, ils ont tiré pendant 30 minutes. Oh, il a le commissariat de Kadian là. Et comment se fait-il que c'est parce qu'ils n'entendaient pas les coups de feu qu'ils ne se sont pas intervenus? C'est maintenant qu'on a su que donc, les policiers
sont en contact avec les braqueurs. Et quand il y a un braquage quelque part et on les envoie, peut-être ils ont peur ou bien ils n'ont pas peur, mais comme ils ont déjà la main dedans, ils ne veulent pas arrêter ces braqueurs parce qu'ils ont peur que leurs noms vont sortir. Donc c'est ça qui a fait qu'il y avait assez de braquage dans ce pays. Je vois qu'avec ce que nous sommes en train de voir maintenant, le braquage sera un peu... Et ça diminue même. Et je vois que avec ce système maintenant, le braquage, on va finir avec le braquage au Bénin. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Nous allons parler aujourd'hui du glyphosate. Il se fait que depuis quelques semaines, une forte polémique est en train de s'emballer et on devrait connaître la fin de cette polémique maintenant que le ministre Gaston Dossoui s'est prononcé sur le sujet. Faire croiser donc s'intéresse aujourd'hui à une question environnementale de grand intérêt national. Pour en parler, je reçois pour vous d'abord Koné Aïssé, qui est rédacteur en chef adjoint de Diaspora FM, qui est un journaliste spécialiste des questions environnementales. Koné, à nouveau, bonjour. Bonjour James. Merci donc de nous revenir sur ce plateau pour parler de ces sujets qui vous intéressent particulièrement. En face de vous, il y a Patrice Sagbo du réseau Djinoukoum. Patrice Sagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter notre invitation. Déjà, rapidement, un mot sur le réseau Djinoukoum, qu'est-ce que c'est? Et puis, on s'est croisés une fois à l'occasion de séance de la semaine de l'écologie, de la biodiversité, c'était exactement cela. Et puis, bon, c'est quoi le réseau Djinoukoum? Le réseau Djinoukoum, c'est un réseau qui s'occupe, premièrement, lorsque vous entendez parler des OGM au Bénin. Donc, ça date depuis près de 20 ans. Donc, on était tous membres du Forum Biodiversité, ensemble, pour partager des informations. Mais on a vu que l'avènement des OGM nous a amené à dégager un groupe spécifiquement pour parler des organismes génétiquement modifiés. Là que nous avons fait la lutte pendant près de 20 ans. Et nous avons dit non, c'est pas, il faut faire autre chose. Il faut dégager maintenant des alternatives pour montrer aux gens que ce que nous disons peut être vraiment fait sur le terrain. Donc nous avons commencé par faire de l'agroécologie qui constitue une alternative durable pour la vie et la sécurité des gens. Donc nous avons des fermes à Grand Popo, nous avons des fermes à Djefa et nous demandons à tout le monde de faire comme nous faisons et les populations se porteront mieux. Et nous défendons également les droits des paysans sur leurs ressources, les ressources biologiques, la terre, les semences et l'eau, sans lesquelles on ne pourra jamais faire de l'agriculture durable. Merci. Donc, dans un instant, nous allons discuter de ce sujet-là. Mais avant, je vous invite, vous, mes invités et les amis téléspectateurs et auditeurs, à suivre à nouveau les propos tenus par le ministre Gaston Dossoui pour éteindre la polémique sur le glyphosate. Le glyphosate n'attaque que les mauvaises herbes et n'a aucun impact sur le sol et sur les éléments organiques qui le nourrissent. C'est ce qu'il convient de retenir de la présente rencontre du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui avec les hommes des médias ce jeudi 23 août 2018.
Une rencontre qui a pour principal but de faire taire les rumeurs et les différentes polémiques que suscite l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde et qui, comme tout autre produit phytopharmaceutique, respecte des caractéristiques précises et les normes d'usage technique d'application au Bénin. Cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, et puisse utiliser, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous. Pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes. Ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. L'utilisation du glyphosate à travers le Killer 480 SL vient donc faciliter la tâche aux producteurs qui, au finish, dépensent moins d'énergie pour plus de rendement. Son degré de toxicité est évalué selon la classification faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que, en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Toutefois, des mesures de précaution et d'accompagnement sont prises. Nos producteurs savent très bien que ils ne doivent pas mettre l'appareil à aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. D'utilisation. Ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Pour finir, le ministre Gaston Dossoui a conclu que cette polémique n'est point technique ni scientifique, mais plutôt politique. En attendant de trouver des mesures palliatives, le Killer 480 SL sera présent dans les champs dans le but d'augmenter le rendement des producteurs et ce, dans le respect strict de l'environnement. Respect des normes en vigueur au Bénin, respect de la réglementation et puis quantité de produits assez peu toxiques, en tout cas pour ce qui concerne les concentrations utilisées au Bénin. Les informations sont nombreuses qui peuvent être retenues de la conférence de presse du ministère. 6 points à retenir. Nous allons discuter étape par étape de ces 6 points-là, mes chers invités. Commençons déjà par parler des dispositions réglementaires. Patrice Sagbo, cette disposition réglementaire qui donne agrément donc aux produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques pour entrer au Bénin. Est-ce que cette disposition réglementaire vous paraît être encore pertinente puisque la loi date du 11 février 1991? Et merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer cette entrée du ministre. Il faut féliciter le ministre pour avoir fait cette conférence de presse. Parce qu'officiellement, on a entendu une voix qui s'est prononcée et qui a donné son avis sur le sujet. Il faut féliciter aussi son courage. Parce que depuis près de 20 ans que nous travaillons sur les OGM, nous n'avons jamais entendu une voix si officielle qui s'est prononcée pour dire OGM n'est pas bon jusqu'à ce qu'il y a eu le désastre de Monsanto au Burkina Faso. Donc je tiens à le féliciter pour ça. Mais par rapport à votre question, si vous allez voir, parce que le 2 février dernier, il faut le dire, nous avions commémoré la journée internationale de la Terre. Et nous avons eu droit à 2 communications. La première communication est portée effectivement sur les pesticides,
au niveau des écosystèmes. Et la deuxième communication a porté sur la réglementation des pesticides au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous avons les informations sur Internet. Nous sommes allés télécharger le document, mais nous avons voulu entendre une voix officielle. Nous sommes adressés au service de la production végétale qui est à Porto-Novo. Et c'est un des cadres qui est arrivé et nous a présenté le document. Chers amis, le document qu'on nous a présenté ne parle que des aspects agronomiques. Ça veut dire quoi? Le produit est bon. Le produit est bon pour tuer. Le produit est bon pour désherber. Le produit est bon pour ça. Et comment on doit vendre? C'est-à-dire, comme le ministre a dit, pour vendre, il faut avoir des autorisations, il faut faire ceci. Le produit n'a jamais parlé de lui-même pour dire je suis dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement. Jamais. J'ai oublié, je ne savais pas que vous allez poser cette question. Sinon, le document que l'expert du service de la protection vitale de Porto-Novo nous a donné, je vous l'aurais donné. Vous allez lire tout ça. Ça n'a jamais rien dit de la dangerosité de ces produits-là. Alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est la santé de l'homme, c'est la santé des consommateurs, c'est un meilleur cadre de vie pour toutes les populations. Justement, mais il existe pourtant un comité national d'agrément et de contrôle des produits phytopharmaceutiques au Bénin, le CNAC. Ce comité ne s'intéresse-t-il pas à la dangerosité du produit qu'on a ici? Merci Guillaume Soulian Baguidi. Je crois quand même que c'est beaucoup plus une question de, moi à mon avis, beaucoup plus une question des impacts liés de ces produits-là sur nos sols, sur la biodiversité, une fois qu'on les utilise. Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsqu'on parle d'homologation, lorsqu'on parle d'agrément et autres, vous savez, autour de tout cela, il y a un commerce qu'il ne faut pas oublier. Il y a du business. Oui, mais avant d'en arriver là, il y a un comité qui est en place. Est-ce qu'il fait son travail? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas à nous de répondre à cette question, savoir si le comité fait son travail ou pas. Nous avons des données, nous avons des faits sur le terrain, et c'est les faits qui parlent. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, les déclarations du ministre, on a parlé du glyphosate que nous utilisons au Bénin, le killer 480 RCL, classé catégorie 3, lorsqu'on parle de la dangerosité des produits selon la classification de l'OMS que le ministre a évoqué. Ce produit est classé 3e position, on a dit de 1 jusqu'à 5, vous avez les produits les plus dangereux de 1 jusqu'à 5, mais le killer 480 qu'on utilise au Bénin, qui a reçu l'agrémentation, l'homologation, tout ce qu'on importe dans notre pays, est classé 3. Donc peu dangereux selon les propos du ministre. Mais le ministre lui-même reconnaît que lorsque vous prenez un médicament, tout médicament a quand même une certaine toxicité. Et quand vous êtes exposé à ce médicament pendant un long moment, certainement ça va déclencher d'autres réactions. Alors, mais dans ses propos, il revient et il dit quand même que ce produit que nous utilisons au Bénin n'a pas d'action, n'a aucune action négative sur les sols, sur la santé des populations. Vous avez entendu tout à l'heure, il n'y a pas eu d'hécatombe, il n'y a pas eu de cancer. Est-ce que c'est parce qu'au Bénin, il n'y a pas d'études réalisées qui révèlent que ces produits ont certainement eu des effets néfastes dans la pollution des écosystèmes, la pollution de la chaîne alimentaire, la pollution des sols et autres, que le ministre le dit ainsi? Sur quoi il se base pour le dire ainsi? De toute façon, lorsqu'on lui a posé la question, le ministre n'a pas été capable de nous apporter des réponses. Est-ce que des études ont été faites au Bénin sur l'impact, l'ampleur de ces produits-là? On n'a pas eu les réponses à ces questions. C'est pour ça que je dis il y a eu des contradictions dans les déclarations du ministre Gaston Dossoui. Le débat aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas rassurer les conditions d'importation du glyphosate au Bénin, ce n'est pas ça encore le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les paysans, la population, l'opinion publique attend une seule chose de l'État central. Est-ce que ces produits que nous importons là, qui nous sert à détruire les mauvaises herbes, d'accord, et ça facilite la culture de coton et autres cultures, est-ce qu'après tout ceci, qu'est-ce que ça crée comme dommage sur non seulement l'environnement, et quand je dis l'environnement, les sols. Et quand vous parlez des sols, vous avez le ruissellement, vous avez la biodiversité, donc les eaux. Et ensuite, vous voyez la chaîne alimentaire au complet. Et ensuite, maintenant, les producteurs qui utilisent ces mêmes produits, ces produits dont il y a question. Alors, c'est à cela, c'est à ces questions, à ces interrogations, nous attendons
des clarifications, de la part de vérité du gouvernement par rapport à ces interrogations. Certain... Donc le ministre, dans cette déclaration, a beaucoup plus parlé des dispositions prises pour l'importation des produits et l'utilisation sur le terrain. Vous avez vu des conseils qu'on donne aux producteurs, ne pas réutiliser les emballages et autres encore, qu'à ce niveau-là, je dis, on n'est pas allé loin. Parce que quand on dit ne pas perforer pour ne pas utiliser, mais si on laisse les emballages, on les abandonne en nature, ça peut créer aussi d'autres problèmes. Donc c'est ça justement, le débat en fait est à ce niveau-là. Et je crois que c'est à ce niveau que tout le monde fut le débat, presque tout le monde. Je dis, il y a quelques voix de la société civile, donc M. Sagbo, je peux citer le professeur Michel Bokor aussi, qui à travers quelques posts que nous avons lus sur des forats quand même, a donné des points de vue. Donc moi je dis, nos scientifiques sont où en réalité ? Parce que je comprends le ministre dans sa position. On va y arriver. On va pas répondre à toutes les questions en un seul bloc. Vous parliez de l'effet du produit après utilisation, notamment sur les sols, mais ce que le ministre a dit et que j'ai pu vérifier sur d'autres sites, non pas seulement les déclarations du ministre, mais sur d'autres sites, c'est que le produit est détruit par l'insolation après un certain temps, qu'il n'a pas d'effet tant que ça sur le sol. Est-ce que vous partagez ce point de vue, monsieur? Voilà, donc je n'aurais pas fini quand vous m'aviez arrêté. Donc par rapport à la réglementation toujours, on va revenir à votre question. Pourquoi réglementer l'espace UEMOA, l'espace CEDEAO, réglemente pourquoi? Il y a des circuits parallèles qui vendent d'autres produits similaires et qui font concurrence officiellement au circuit officiel. Comme dans tous les secteurs pratiquement. Comme dans tous les secteurs pratiquement. C'est la raison première pour laquelle on a instauré une réglementation, il faut le dire. Donc, et ça encore, c'est des abus commerciaux. Et on a demandé aux États de veiller à ces contrebandiers. Donc c'est pour ça surtout qu'il y a eu règlement. Cette année déjà, je ne sais pas à quel mois, il y a eu 5 mois comme cela, il y a eu un communiqué du ministère du MAEP qui disait à tous ceux qui vendaient ces produits-là de rentrer dans le circuit et de voir les papiers. Donc ils sont rentrés dans les trucs pour fermer des cabinets, des trucs. C'est devant vous, moi, donc c'est beaucoup plus pour ça. Ce n'est pas dans l'intérêt de la santé, du cadre de vie, mais c'est dans l'intérêt. Et il faut comprendre nos États. Nos États ont des pressions extérieures, des multinationales qui fabriquent ces produits. Que les populations les comprennent. Est-ce que nous pouvons les aider à sortir des mains de ces lobbies? C'est notre travail. C'est ce que nous devons essayer de faire s'ils veulent bien que nous les aidions. Parce que vous savez très bien que en dehors des produits chimiques qui peuvent faire de l'agriculture durable, il se développe un peu partout aujourd'hui des produits écologiques, bien étudiés, des biopesticides qui peuvent aider nos paysans à produire sains, tant pour la santé que pour les consommateurs que nous sommes. Je voudrais ajouter ça, avant de répondre à votre question. Oui. Voilà. Votre question était... Oui, quand je dis, il y a des études qui ont prouvé que le glyphosate, quand il est utilisé, il est détruit dans le sol, notamment grâce à l'insolation qui est extrêmement élevée en Afrique comparativement aux pays tempérés, en tout cas aux pays européens, où le glyphosate est utilisé à beaucoup plus grande échelle. Voilà. Donc, le ministre, vous avez peut-être lu, mais n'oubliez pas que moi, je suis parti quand même au siège de l'Union européenne il y a 2 ans. Bon, on ne savait pas. Des lobbies, Monsanto a installé des lobbies autour du siège de l'Union européenne en Belgique. J'ai vu ça. Ils sont des lobbies paysans, des lobbies scientifiques, des lobbies ceci. Donc, lorsque vous dites les choses, faites attention. Il y a eu un débat sur la biodégradabilité du glyphosate. Et Monsanto a menti tout le temps. Et des chercheurs lui ont démontré que le glyphosate n'est pas biodégradable. C'est un point très important. C'est faux. C'est-à-dire que s'il y a des scientifiques au ministère ou bien n'importe où qui veut venir organiser une table ronde, on va leur démontrer que le glyphosate n'est pas biodégradable. Moi, je suis un spécialiste, je peux le dire, de la biodiversité. Lorsque le ministre dit que 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, 15 jours avant les semis, on brûle, on met le glyphosate
et ça tue. C'est dangereux. Est-ce que les scientifiques l'écoutent? Nous avons signé la Convention sur la diversité biologique. Et désormais, nous savons qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est les herbes qui nous soignent. Nous mangeons aussi des herbes. Les herbes servent de pâturage à nos animaux. Oui, mais on ne va pas les laisser proliférer dans les champs où on doit produire des vivres. Moi, je suis ici pour éclairer les populations. Je ne suis pas ici pour contester le ministre. Le ministre a parlé. Mais nous, notre rôle en tant que société civile, c'est d'éclairer les populations. Allons-y. Les éleveurs utilisent les herbes pour nourrir leurs animaux. Il y a des tradithérapeutes et nous-mêmes, lorsque nous avons des problèmes, nous allons chercher nos herbes pour nous soigner. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Et ces espèces sont des milliers dans la nature et nous devons les protéger pour notre santé et pour notre consommation. Est-ce qu'il n'y a, pas à mettre en place des aires qui sont destinées exclusivement à l'agriculture et d'autres aires où on peut laisser proliférer les herbes dont vous parlez? Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on contrôle aujourd'hui les espaces dans lesquels on utilise le glyphosate? On ne contrôle rien. Vous savez qu'ici, à côté de vous ici, ceux qui produisent l'ananas, c'est dangereux. Nous pouvons vous amener à aller les voir. Les ananas sont en champ comme ça et on met du glyphosate dessus. Nous avons vu des ananas, on a mis dans des tonneaux, on a mis du glyphosate dessus. Je vous assure. À quelle fin? Mais moi, déjà dans les tonneaux, on met encore du... Même dans le champ, un herbicide. Même dans le champ, on a arrosé le champ où il y a déjà d'ananas. On a arrosé du glyphosate. Nous, on ne parle pas de la fiction. Vous prenez vos cabinets, vos caméras et micros, on ira voir les gens et vous allez les interroger, vous allez voir par vous-même. C'est ça, ici. Donc, ce n'est pas que le coton. Donc, au point de vue biodiversité, ce que le ministre a dit est grave. N'allons pas trop non plus... Non, non. Moi, bon, je ne l'accuse pas, mais il nous a dit quand même. Il est franc. Il nous a dit ça. Donc, non seulement, il dit qu'on va utiliser ces herbes après pour faire de l'engrais, mais il n'a pas dit que le glyphosate n'est pas biodégradable. Il n'a pas dit que lorsqu'on épand le glyphosate, on tue toutes les herbes qui constituent de la biodiversité pour nous. Ils ont signé la convention. Je ne peux pas accepter que le ministre dise ces choses-là et que nous nous taisions. Je reviens à vous dans un instant. Il n'a pas compris. Je reviens à vous dans un instant. Le ministre affirme en tout cas que les quantités de glyphosate utilisées sous nos tropiques, notamment 3 litres par hectare, sont largement inférieures. Déjà, le glyphosate utilisé au Bénin n'est pas exactement le même que celui utilisé dans les cultures à grande échelle dans les pays occidentaux. Et ensuite, les quantités utilisées sont très largement inférieures, c'est-à-dire 3 litres par hectare contre 10 litres à l'hectare en Europe. Est-ce que ce n'est quand même pas des éléments qui sont rassurants pour la santé des populations qu'on a ici? Il ne faut pas comparer ce qu'il ne faut pas comparer. Ce n'est pas les mêmes gammes, les mêmes échelles de production quand vous prenez les pays européens et le Bénin. C'est carrément autre chose. Le problème ici n'est pas la quantité utilisée. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Nous voudrons savoir quels sont les dégâts. La quantité. Non, attendez. Les dégâts du produit sur nos sols et sur la santé des populations. Je reviens, je vous dis, lorsqu'on parle de la biodégradabilité du glyphosate, on nous a dit, oui, sous l'effet de la lumière, de la chaleur, le glyphosate est décomposé et tout. D'accord. Ça peut être le cas, effectivement. Mais lorsqu'on se refait un peu au cours de minéralisation, de dégradation, on va se poser la question de savoir, Lavoisier a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. Le glyphosate se transforme. Alors, le glyphosate va se transformer, mais en quel produit? C'est des sous-produits de décomposition du glyphosate. Parce que les chimistes vont vous dire, lorsque c'est des produits, c'est des éléments chimiques assemblés et que après dégradation, il y a des ruptures de liens, d'accord? Donc des éléments vont se dissoudre simplement. Quels sont les sous-produits là? Est-ce qu'on maîtrise les sous-produits de dégradation du glyphosate? Et ces sous-produits ont quel effet sur en fait, le sol et autres? C'est ça en fait la question. Donc je dis encore une fois, moi je trouve quand même que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le ministre est dans un rôle un peu délicat. C'est difficile. Et quand nous savons un peu les pressions qu'il y a tout autour et autres,
Le ministre, on le connaît, c'est un technicien. On n'a pas la preuve qu'il est sous dépression. C'est un cadre. Non, je parle de ce que je sais. On ne va pas tout dire ici. C'est un cadre émérite. Gaston Dossoui, ses compétences prouvées, tout le monde le sait. Il a été dans une position un peu difficile pour ces questions-ci. Alors, moi je dis, les scientifiques que nous avons dans ce pays, en fait, je leur envoie le débat. Les professeurs d'université que nous avons qui font des recherches, il y a des laboratoires de pédologie à l'université. Il y en a qui travaillent sur les sols, il y en a qui travaillent sur les herbes. Il y a des doctorants ou des doctorats, des thèses dans ce pays sur ces questions-là. Ils sont où? Ils n'ont qu'à sortir pour alimenter le débat, en fait. C'est ça le problème. Parce que le ministre dit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Mais aujourd'hui, dans des pays, il y a des engrais quand même biologiques qui sont utilisés. Quand vous allez en Chine, il y a des engrais biologiques liquides aujourd'hui qui sont utilisés. On nous a dit qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on va pour le moment continuer à utiliser du glyphosate. Et voilà tout le débat autour. Donc, je dis, il faut que les scientifiques de ce pays nous disent, le glyphosate que nous utilisons là, ça nous crée quoi? Au niveau du ministère aussi, certainement, il y a eu des études. On ne veut peut-être pas en parler. Ou s'il n'y en a pas eu, comment dit-on alors ces études-là pour savoir un peu quel est l'impact? Parce que, vous savez, la culture de coton pour laquelle on utilise suffisamment de glyphosate et autres là, les régions du pays qui sont quand même les régions en pôle position en matière de production de coton, vous savez, le nord du Bénin, aller aujourd'hui à Banikwara, qui a été quand même une commune productrice très connue, en fait, qui a fait des quantités records. Aller à Banikwara aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a une étude récemment commanditée par ProSol, projet de réhabilitation, de protection des sols de la coopération allemande, qui a parlé de l'impact de la culture de coton dans Banikwara. Allez lire les résultats de ces recherches-là. Et vous allez comprendre quand même que, justement, parce que c'est une dégradation avancée des terres. Aujourd'hui, quand vous allez à Banikwara, aujourd'hui, tout le monde connaît la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des autres. Regardez, les gens quittent beaucoup Banikwara pour rejoindre centre-nord, d'autres villes, Parakou et autres, parce que quoi? Les terres ne donnent plus. C'est ça, justement, les problèmes que nous avons. Donc, je dis, aujourd'hui, il est question, le gouvernement qui déjà a pu quand même faire cette sortie, il faut saluer cela, qui a pu quand même rassurer des conditions d'utilisation, d'importation et tout. Il faut que le gouvernement aille plus loin que ça. Donc, moi je dis, on peut le faire. Nous avons les moyens pour le faire. Nous avons des cadres pour le faire dans ce pays. Commanditons ces études-là. Réalisons ces études et voyons un peu la balance. Est-ce qu'on va continuer comme ça à utiliser le glyphosate qui cause des problèmes? Quand vous allez aux États-Unis, vous avez cité le cas de Johnson, d'Elin, le jardinier en question. Mais en dehors du jardinier en question, il y a beaucoup d'autres cas contre Monsanto. Plus de 500 procès. Voilà, contre Monsanto. 8000 procès. Donc c'est ça. Et la firme en question a été disons, accusé d'avoir falsifié, manipulé des résultats, justement sur les conséquences du glyphosate sur la santé et sur l'environnement. Donc, nous connaissons, il y a tous ces éléments. Les vidéos ont circulé en octobre 2017. Vous avez vu cette affaire de manipulation. Monsanto aurait quand même payé des scientifiques qui ont menti sur les vrais résultats des recherches. Donc, nous connaissons tout cela. C'est pour ça que je dis, ne prenons pas l'opinion, ne venons pas dire, prendre les choses à la légère face à l'opinion publique. Il faut creuser l'abcès. Il faut aller là où ça doit aller. Parce que quoi? Quand on parle aujourd'hui de développement durable, la dimension environnementale, c'est le pilier le plus prépondérant du développement durable. Et aujourd'hui, quand vous prenez les pays du Nord, les pays européens en réalité, comptent sur l'Afrique. Parce que quoi? On dit que la nature est beaucoup plus présente aujourd'hui en Afrique. Est-ce que nous allons continuer par faire les mêmes erreurs que ces pays, les erreurs commises par ces pays, pour nous retrouver où demain? C'est ça justement. Quand on voit la misère ambiante dans nos pays, quand on voit la dégradation de ci et de ça dans notre pays, c'est pour ça que je dis une fois encore, il faut que le débat soit un débat purement scientifique ou technique et non un débat politique. Parce que lorsqu'on va mener un débat politique, nous allons rater les cibles, nous allons rater les préoccupations nécessaires. Aujourd'hui, en tout cas, il est important que des mesures d'accompagnement puissent permettre aux paysans qui sont dans l'utilisation quotidienne de ces produits, notamment quand il s'agit des périodes de semences, ces mesures d'accompagnement puissent les aider et les protéger contre les effets
néfaste parce que, qu'on le veuille ou non, si le produit est classé catégorie 3 et non catégorie 1, ou sinon même n'est pas classé comme produit non dangereux, c'est parce qu'il y a forcément une dangerosité et c'est surtout les conditions d'utilisation de ces produits-là qu'il faut observer. Et que savez-vous, Monsieur Sagbo, des conditions dans lesquelles les paysans béninois utilisent et épandent le glyphosate? Merci beaucoup. J'ai entendu dire, le ministre dit que le débat n'est pas technique, n'est pas scientifique, mais que les gens s'agitent. Moi, je ne veux pas faire de l'agitation. Tout ce que je dirai ici doit être vérifié scientifiquement. La Convention sur la biodiversité biologique a été ratifiée par le Bénin. Sans fausse modestie, j'en suis un spécialiste. Le ministre a dit qu'au Bénin, même si on a recommandé 3 litres à l'hectare, qu'aujourd'hui au Bénin, on n'utilise que 2. Je ne dirais pas que c'est faux, mais je vais vous dire, regardez ça. C'est une étude réalisée lors de la campagne 2011-2012 et elle est intitulée « Les pratiques paysannes de gestion des pesticides sur le maïs et le coton dans le bassin cotonnier du Bénin ». Ce n'est que des chercheurs ici et l'étude a été financée par l'UEMOA. C'est l'UEMOA qui a financé ça. Vous voyez, c'est lors de la campagne 2011-2012. Oui, est-ce que les pratiques n'ont pas changé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, puisque le ministre n'a parlé que d'herbicides, je parlerai que de glyphosate aussi. L'étude dit, rapidement. Dose de pesticides chimiques agricoles appliqués par les producteurs, herbicides. Quelle que soit la spéculation, maïs ou coton, les producteurs utilisent la même dose d'herbicides. Combien? Les doses répertoriées varient entre 2 et 8 litres par hectare. Du glyphosate. La dose moyenne appliquée dans la zone est de 4,5 litres par hectare. La dose d'application recommandée varie selon l'environnement du champ. C'est ça. Et avant, lorsqu'on parle de Roundup, on parle de calage, on parle de ceci, sachez que il s'agit il s'agit d'une question de molécules. Vous savez, l'aspirine, c'est quoi le principe actif? C'est l'acide salicylique. Et ça s'appelle aspirine au moment où l'inventeur l'a trouvé. Lorsque l'inventeur l'utilise après 30 ans, le brevet tombe dans le domaine public et n'importe qui peut aller fabriquer l'aspirine sous un autre nom. C'est pour ça que nous avons les paracétamol, les ceci. C'est le même principe actif qui est l'acide salicylique. C'est la même chose pour le glyphosate. La molécule ne varie pas, mais puisque Monsanto a fini d'utiliser son principe actif qui est le glyphosate est tombé dans le domaine public depuis, et n'importe qui peut aller acheter la licence et fabriquer. Donc vous avez le Roundup Ready, vous avez le Calage, vous avez le Killer, c'est la même chose, c'est des noms commerciaux, mais la molécule reste. Donc c'est ça. On utilise 4,5, que ce soit le maïs ou dans le bassin. C'est ça. Maintenant, vous avez dit... Vous parlez de 2011. 2012. Est-ce que ça n'a pas changé depuis un certain temps? Le ministre a dit au Bénin... On n'a pas changé de pratique. Le ministre a dit au Bénin que la campagne 2011-2012 n'est pas très loin de celle actuellement. C'est pas loin. Mais le ministre a dit... Oui, mais nous avons quand même des résultats qui sont bien différents. Je ne parle pas moi, je suis pas ici pour parler de coton résultat. Nous sommes ici pour parler de la santé animale, si les résultats ont été meilleurs, c'est peut-être parce que les pratiques sont différentes. Mais si vous voulez qu'on parle de résultats, on va en parler. On ne parle pas de résultats, on parle des pratiques. Les pratiques qui ont conduit à des résultats. En 2011-2012, les pratiques que vous avez répertoriées, en tout cas que l'UEMOA a pu répertorier dans ce rapport, sont-elles les mêmes que celles qui sont en cours aujourd'hui? Est-ce que vous avez cherché, le ministre n'a pas dit l'espace temporel dans lequel il a parlé. Il dit au Bénin. Je parle au Bénin. Maintenant, si vous voulez d'autres études, on va vous en fournir. J'en ai une multitude ici. Il y a encore une autre ici. Qui parle, vous voyez, il y a encore une autre ici. Regardez. Évaluation finale du projet de sécurisation et élimination des pesticides. Ça, c'est en 2016. C'est le Japon qui l'a financé. Mars 2016. Si vous le lisez, vous allez voir. On n'invente rien. C'est la même chose ici.
Eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent éliminer le surplus dont on n'a pas besoin. C'est pour ça, le Japon, c'est d'autres États qui a fait ça. Maintenant, je voudrais vous dire quoi? Vous avez dit des mesures de protection. Pour les paysans. Vous voyez, celui qui a produit, le ministre dit toujours que le glyphosate n'a tué personne. Il n'a pas eu hécatombe dans le pays. Vous voyez, non? Et il dit en même temps que ce n'est pas dangereux. Et en même temps, il dit qu'on a recommandé qu'on détruise les bidons. Il faut les détruire. Les emballages. Les emballages. Ensuite, il dit qu'on a fabriqué des combinaisons et que c'est les paysans qui refusent d'utiliser. Pourquoi tant de précautions? Si le produit n'était pas dangereux, pourquoi on va exiger des mesures de protection, des vêtements, des cache-nez et tout ça? Pourquoi eux, ils recommandent ici de détruire les emballages après utilisation? Ça veut dire qu'il y a danger. Moi, j'ai vu une confusion dans les déclarations. Mais peut-être, bon, je ne sais pas, mais c'est ça. Et ces emballages, justement, sont utilisés par des musulmans, nos frères musulmans, pour faire l'ablution. On met l'eau dedans pour aller faire l'ablution à la mosquée. 2, on met la bouillie. Regardez ça. C'est pas moi, c'est l'étude. On met la bouillie dans l'emballage pour les enfants. On met de l'eau et ça sert de gourde pour aller à l'école. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça. Regardez-moi ça. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça. Moi, je dis c'est dangereux. Écoutez, vous dites qu'on a classifié, on a dit que c'est 3e rang. Quoi? C'est quoi ça? Je demande à tous ceux qui tiennent ce discours-là, on va prendre ce produit de 3e rang-là, on va leur faire de la bouillie et ils vont donner à leur cheptel. Sur 2 semaines, on va voir si les cheptels vont survivre. Deuxième chose, regardez. La question n'est pas... La question est ceci aussi. Lorsque le ministre dit que ça n'a pas tué, ça entraîne des maladies chroniques. Maladies chroniques. C'est-à-dire que ça... On n'a pas fait d'études là-dessus, donc on ne peut pas l'affirmer. Puisque nous avons décidé volontairement de ne pas faire les études ici, parce que si on faisait ces études ici, là, ça va révéler sur les hommes. Et on a fait des études sur les écosystèmes. Et tout ce qui est nuisible pour le rat peut endommager ici. Qu'est-ce que les gens font ici? Ils vont faire les champs à côté des rivières. Et lorsque les gens ont prélevé de l'eau des rivières, ils ont vu que les poissons, les grenouilles et tout ça ont accumulé ces substances dans l'organisme. Et ils ont fait beaucoup d'hécatombes à leur niveau, justement. Mais si on va faire les études au niveau de l'homme, ce serait de la catastrophe. Vous allez voir qu'on a vu dans le centre d'un ministre ici, d'un cadre ici, que vraiment, il y a des choses impossibles. Il n'a qu'à avoir le courage de dire, nous allons prendre la décision de faire ce truc-là. C'est pour ça que je dis, le ministre n'est pas encore sorti. Il doit revenir encore. Il reste un ministre qui doit arriver. C'est le ministre de la Santé. Qui en a parlé, à l'occasion. Nous avons entendu que le ministre du cadre de vie a déjà fait une déclaration. Moi, je n'ai pas lu. Celui le plus courageux, c'est le ministre. Il faut le féliciter. Moi, je continue de le dire. Que mes propos ne lui semblent pas que c'est non. Nous sommes ici pour éclairer le public. Et je suis sûr que ce que je dis maintenant, si cette population de Kpaouian, ces parents de Kpaouian m'écoutent, ils diront que nous sommes en train de leur rendre du service. On doit les informer, on doit les éclairer. Ce produit n'est pas bon. Parce qu'au Bénin, il n'y a pas une sécurité sociale digne du nom qui puisse prendre les gens en charge en cas de tessia. C'est pour cela que nous devons mettre l'accent sur ces choses-là, pour le dire clairement. Mais on dit, vous savez, ici au Bénin, pour finir, on nous dit qu'on n'a pas assez de protéines, et vous voyez que c'est les populations qui sont au bord du lac qui vont prendre du poisson congelé, des produits congelés. Vous voyez ça? Et on met de l'argent pour dire on va faire l'élevage. Mais si nos bêtes vont brouter ces choses-là, les poissons que nous devons manger, accumuler ces choses-là dans l'organisme, et que nous allons manger ça, la chaîne continue, et c'est un cercle infernal des maladies dangereuses dont nous n'avons aucune possibilité de nous en guérir. On n'a pas l'argent, on n'a pas le plateau technique, on n'a pas les hommes, on n'a rien du tout. Ça, c'est dangereux. Et on dit,
lorsqu'on ne connaît pas, on s'abstient. Ça veut dire principe de précaution qui est le plus cher dans ces affaires-là. Nous devons les observer. Et nous, tant que nous vivrons, nous allons passer ces messages-là. Partout nous passerons. Et même si les autorités doivent savoir qu'en le disant, en faisant comme ça, nous les accompagnons pour que les populations, les hommes, soient bien dans leur main, parce qu'ils ont prêté le serment de nous fournir un mieux-être dans un cadre de vie digne du nom. Et c'est pour cela, tout le monde dit, même si tu es pauvre, tu dois être digne. Et nous sommes sûrs qu'ils nous comprennent, ils ne nous prendront jamais en adversité. Et je crois que c'est ensemble que nous allons bâtir le Bénin. Justement, on va essayer de savoir maintenant, à en juger par vos propos, que ce soit vous connaissez le glyphosate au regard de son niveau de dangerosité, au regard des preuves qui ne sont pas faites de son autodégradabilité et de ses conséquences sur la santé humaine. Il vaut mieux s'en passer. Maintenant, Konya essaie comment se passer du glyphosate, qui est aujourd'hui quand même l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Même la France, et avec son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, dont on connaît également l'engagement contre les pesticides, n'a pas encore décidé de se passer du glyphosate. Et nous, au Bénin, dans ces conditions-là, comment faisons-nous? Je trouve que la question est un peu difficile, mais n'allons pas nous calquer sur ce qui se passe forcément dans ces grands pays avant de prendre nos propres décisions en réalité. Il ne faudrait pas qu'on attende, parce qu'il faut attendre l'Union européenne interdire l'utilisation du glyphosate ou la France avant de le faire. Non. Lorsque des problèmes vont se poser, ce n'est pas la France de venir régler les problèmes pour nous au Bénin. Donc je dis, aujourd'hui, il est question de savoir s'il y a d'autres alternatives du glyphosate. Je crois apparemment non, selon ce que nous avons entendu. Selon ce que le ministre a dit. Mais certainement que dans le monde scientifique, il y aura certainement des choses qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture d'autres produits chimiques. Aujourd'hui, qu'on parle de l'agriculture bio et agroécologique et tout, c'est des options, c'est des perspectives qu'on peut quand même commencer déjà par développer dans notre pays pour quand même éviter, parce que voilà les conséquences, voilà les problèmes que cela pose. Est-ce qu'il faut continuer et polluer suffisamment nos terres sur des générations pour aller peut-être à une phase complètement irréversible? Lorsqu'on vous parle de la dégradation des terres au Bénin, ces mêmes scientifiques des ministères vous diront que nous sommes à plus de 62% de dégradation de nos terres dans notre pays. Et déjà, si on est à 62% de dégradation des terres... Ces terres sont dégradées par quoi, glyphosate? C'est les pratiques, c'est beaucoup plus les pratiques culturelles. Ils vont vous parler surtout des... Ils savent, ils connaissent, c'est eux qui nous donnent les chiffres. Ils connaissent ça. Ça veut dire quoi? Face à cela déjà, à ces proportions, à ces statistiques, à ces problèmes, il est important que nos gouvernants, nos décideurs puissent quand même s'asseoir et réfléchir, voir dans quelle mesure nous allons continuer à faire le coton sans pour autant détruire notre environnement. C'est là la question. Maintenant, quand je reviens à la conférence de presse du ministre, le ministre a pour finir sa conférence, parlé de la dimension politique du problème posé. Et je dis, une fois encore, dans notre pays, il ne faut pas mettre la politique dans tout. Le ministre a laissé entendre que les performances réalisées au niveau de la production cotonnière avec le régime en place a suscité quelques jaloux et qu'il y a eu des récupérations politiques de l'affaire et qu'il y a des détracteurs du pouvoir qui ont très tôt profité de la situation pour alerter, pour crier, pour inquiéter, pour rien. Je crois quand même que le ministre est dans ses rôles, effectivement, certainement qu'il y a des situations du genre. Mais je dis, au-delà de ces discours politiques, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est déjà très tôt de savoir, nous utilisons du glyphosate, que ce soit des killers ou autres dans notre pays. Quel est l'impact sur nos populations? Quel est l'impact sur la santé des populations, la santé du sol? Et quelle alternative il faut trouver? Malgré les conditions d'utilisation, les consignes, les conseils donnés aux producteurs, vous voyez, chaque année, on a des cas d'intoxication.
Dans le pays, on dit, voilà, c'est tel produit, ils ont consommé tel, et puis toute une famille est décédée suite à tel. Donc, vous voyez déjà, donc les produits sont si dangereux qu'il faut aller au-delà de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, moi, je dis, encore une fois, si les études n'ont pas été réalisées, réalisons ces études. Les mêmes lois, quand vous prenez la loi cadre sur l'environnement, vous dira, avant toute entreprise, il faut une étude d'impact environnemental. L'homologation et autres des conditions d'importation, est-ce qu'on tient compte de la dimension environnementale avant d'homologuer les produits ou on tient compte simplement du caractère commercial, du caractère business? Donc, il faut quand même que l'État qui a la charge de garantir le bien-être des populations et défini par la Constitution, l'article 28 de la Constitution, le Béninois a droit à un environnement sain et l'État aussi a le devoir quand même de le protéger. Donc, il faut quand même que nos autorités puissent quand même s'intéresser davantage à la dimension environnementale. Merci et à vous, ça s'est fait sentir déjà avec ce régime. Et nous voulons encourager ce régime à aller plus loin parce que nous avons eu des décisions prises dans le domaine environnemental qui montrent de la volonté, qui dénotent de la volonté du chef de l'État et de l'équipe actuelle à quand même préserver l'environnement au Bénin. Merci à vous, Koné Aïssé. Monsieur Patrice Sagbo, pour votre dernier mot. Avons-nous une alternative au glyphosate? Très bien. Donc, comme M. Aïssé a dit, nous sommes ici pour accompagner le gouvernement et tout ce qui vont entreprendre, qui ira dans le sens du bien-être de la population, on va accompagner. Nous, on est société civile. Donc, vous avez dit alternative. Oui. Donc, nous allons remonter. Qui est Monsanto? Monsanto a été... Oui, c'est ça. Du c'est le fabricant du glyphosate a une société qui s'appelle Monsanto. Oui. Et c'est en 1901. Le glyphosate est entré en vigueur dans l'agriculture en 1976. Avant ça, que faisaient nos paysans? D'accord? On ne fabrique pas le glyphosate au Bénin. Est-ce qu'on parvenait à produire en grande quantité, à grande échelle comme aujourd'hui? Je viens. Donc, le glyphosate... Bref, nous avons très limité. Le glyphosate n'est venu qu'en 1976, et je ne suis pas sûr que c'est en 1976 que c'est arrivé au Bénin. Si vous voyez la structuration des acteurs de l'agriculture du Bénin, c'est 80% de petits paysans. Et ces petits paysans ont des portions de terre qui varient entre 0,5 et 4, maximum 5 hectares. Et c'est ce grand groupe qui représente 80%, même plus de l'effectif. Et avant, il faisait quoi? Il faisait de l'entraide. Monsieur Aïssé a un champ, j'en ai. Aujourd'hui, je vais chez lui et après, il vient chez moi. Le ministre a dit que c'est aujourd'hui pour la de main-d'œuvre qu'on a fait ça. Oui, on fera ça lorsqu'il s'agit des cultures industrielles. D'accord? 100 hectares, 50 hectares, ok, mais je parle ici de la nourriture. Nul ne prendra les aliments comme arme contre les populations. Nous, on parle de l'alimentation saine. C'est pour ça que ces petits paysans, ils utilisent les roues, ils utilisent la rotation. Ils font plein de choses pour que leur culture, ils utilisent la roue. Merci, M. Sagbo. Mais c'est 80% pour faire 1 hectare. Ils utilisent leur roue. Merci, M. Sagbo. Nous allons devoir malheureusement en rester là. Ou bien ceci. On a eu beaucoup de choses qui peuvent détruire les herbes pour que nous puissions bien manger. Voilà, et ils savent le faire. Maintenant, on a amené le glyphosate pour tuer leur foie, pour détruire la tension, pour pouvoir vendre. Nous allons devoir en rester là. Le glyphosate reste pour beaucoup un produit dangereux qui doit être retiré de l'utilisation de l'agriculture. Voilà. C'est notamment le point de vue de M. Patrice Sagbo du réseau Djinokun. Il était notre invité ce matin dans Matin d'Éden. En face de lui, Koné Aïssé, rédacteur en chef adjoint de Diaspora FM et journaliste spécialiste des questions environnementales. Matin d'Éden se poursuit.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Nous lançons maintenant la rubrique Geek avec Modeste Rouné-Kondji, déjà bien installé dans ce studio. Il a adoré lui aussi le débat sur le glyphosate. Il ne va pas tarder à le mettre en ligne. Vous allez pouvoir le télécharger et le regarder autant que vous voudrez. En tout cas, nous sommes là avec lui, c'est pour le Geek. Et juste après lui, je vais vous proposer d'écouter encore une fois encore, un de nos spécialistes de pousser la chansonnette. Nous avons réussi à attendre le micro, même en l'absence de Mori Agua. Il nous arrive de réussir à attendre le micro à certaines personnes qui nous poussent la chansonnette. Et vous allez écouter pousser la chansonnette juste après le Geek. Mais nous nous intéressons aujourd'hui à la sécurité de nos emails. Comment envoyer un mail confidentiel avec Gmail sur iOS et sur Android, donc envoyer des mails sans que ces mails ne puissent être pistés ou retracés. C'est ce dont nous allons parler avec Modeste Rouné-Kondji. Modeste, bonjour. Bonjour James William Bagedi, bonjour chers téléspectateurs, auditeurs d'Eden Télévision et Diaspora FM. Modeste, le Barcelonais, victorieux encore ce week-end, non, match nul si je m'abuse. Non, victorieux aussi à la Maison Blanche, aussi victorieux. Oui, bon, ça on n'en parle pas, la Maison Blanche devait gagner. Non, bon, bref. Vous avez tout fait de dévoiler mon identité alors sportive. Oui, bien sûr, il faut qu'on le sache. Tout le monde sait ici que moi je suis madrilène et désormais Juventus également. J'ai pris votre cas vraiment. Vous êtes maintenant juif, c'est ça? Je suis madrilène d'abord, oui. Et tant que Cristiano est à la Juve, je suis avec la Ça voudrait dire votre cœur balance. Non, mon cœur ne balance pas. Mon cœur ne balancera que le jour où il y aura match entre les deux équipes. Parlons de sécurité de nos mails. Comment envoyer avec nos smartphones iOS et Android des emails confidentiels depuis l'application Gmail? Voilà, vous savez, James, la chose est déjà possible au niveau de la version PC, c'est-à-dire la version sur nos micro-ordinateurs. Avec la nouvelle interface de Gmail, Google a déjà proposé cette fonctionnalité. Tous ceux qui utilisent des ordinateurs pour pouvoir se connecter. Vous allez m'apprendre. À leur compte, vous allez voir tout à l'heure, bien sûr, pour envoyer des mails sur leur ordinateur. Ils ont déjà cette possibilité d'envoyer des mails sécurisés. Mais cette fois-ci, il s'agit de nos smartphones. Vous savez, beaucoup d'internautes utilisent leurs smartphones pour pouvoir envoyer des mails à leurs correspondants ou soit échanger des messages entre eux. Donc, la possibilité est aussi donnée à ces utilisateurs de smartphones, bien sûr, de pouvoir envoyer des mails sécurisés sur la plateforme d'échange de messagerie qui est Gmail. Alors, comme vous le voyez à l'écran déjà, c'est comment faire pour envoyer ces mails en toute sécurité. C'est déjà le début que vous voyez là. Il faut faire comme si vous voulez envoyer un mail à quelqu'un. Donc, vous ouvrez votre application et que vous cliquez sur les trois points. Je le fais en direct. D'accord. Allez-y. Vous lancez l'application et vous faites comme quelqu'un qui veut envoyer un message, comme je le disais. Et vous allez maintenant, après avoir rédigé votre message, vous cliquez ensuite sur les 3 points verticaux et vous avez cette fenêtre qui vient à l'écran là, et vous allez pouvoir maintenant définir le délai d'expiration de votre contenu, c'est-à-dire de votre message. Dès que vous cliquez sur le délai, vous avez la possibilité, par défaut c'est une semaine, mais si vous voulez choisir par exemple une journée, ou bien même si c'est moins d'une journée ou 3 jours, ce que vous voulez, il va falloir cliquer sur le délai par défaut et vous allez pouvoir paramétrer. Ensuite, après avoir défini un délai, oui, il faut maintenant définir un code. C'est là, ça devient intéressant. C'est-à-dire, même si les pirates interceptent vos mails, ils ne vont pas pouvoir l'ouvrir facilement parce que vous avez codé ce mail-là. Et ça va demander un code avant lecture ou bien même avant
l'application, ce soit sur ce mail-là. Donc, il vous faut maintenant définir un code. Et ce code, il s'agit de 2 codes. Vous avez vu ce qui est encadré au rouge là, c'est le code standard. Dès que vous utilisez ce code standard, tout utilisateur de Gmail disposant de l'application va pouvoir ouvrir le mail directement sans l'exigence d'un mail forcé. Okay. Alors, le second, ce qui est caché un peu par mon image à l'écran là, vous allez voir, c'est un code secret. Voilà, en bas là, reçu par SMS. Là maintenant, votre destinataire va pouvoir recevoir un code sur son smartphone, ce qui voudra dire, je vous envoie un email. Votre mail, vous allez recevoir, en même temps que vous recevez le mail, un code. Une clé pour ouvrir le Voilà, sur votre téléphone. Voilà que le téléphone est à votre niveau. Donc, si quelqu'un d'autre, celui qui intercepte votre mail, n'a pas votre téléphone à portée, il ne pourra pas alors l'ouvrir ce mail ou bien faire quoi que ce soit sur ce mail. Ce qui est encore intéressant sur les mails confidentiels depuis Gmail là, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'interdire le transfert de ce mail. C'est-à-dire vous n'allez pas, avec ce mode confidentiel, le destinataire ne peut pas transférer votre mail à quelqu'un d'autre, à moins que vous l'autorisez dans les paramètres de confidentialité, bien sûr. Ensuite, comme vous allez voir aussi à l'écran, nous allons passer à la révocation de ces mails-là. Vous allez donner l'accès à la personne par le code de pouvoir avoir accès à ce mail-là. Mais vous pouvez aussi refuser avant le thème du délai, retirer l'accès à cet utilisateur de ne plus, par exemple, lire le message ou bien, je suppose, je vous envoie le mail, bien sûr, confidentiel et tout. Mais j'ai constaté par la suite qu'il y a peut-être des coquilles ou bien quelque chose que je ne devrais pas insérer, mais que j'ai sous la pression inséré sans savoir. Là, je vous retire instantanément l'accès à ce mail. Vous allez voir à l'écran, bien sûr. Je vous retire l'accès afin de pouvoir corriger ce que j'aurais souhaité corriger. Et c'est après ça, maintenant, je vais pouvoir aussi vous donner l'accès. Ou soit, si je voudrais maintenant retirer totalement l'accès, je révoque l'accès tout simplement là. Et vous n'allez plus pouvoir lire ce message, ni faire quoi que ce soit avec ce message. Donc voilà ce que nous pensons très rapidement partager avec vous et aussi avec les amis internautes d'Eden Télévision et bien sûr de Diaspora FM. Bon. Vous avez compris? Vous avez compris, oui. Bon, il faut avoir. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai suivi le processus. Oui. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de mail envoyé à qui que ce soit, donc je n'ai pas véritablement comment. Non, j'ai compris. Vous pouvez même suivre jusqu'à l'étape envoyée, mais vous n'envoyez pas. Vous pouvez le faire. Voilà, donc là, ce qui est important, donc, il faut prendre son téléphone en main et suivre les étapes que vous expliquez, parce qu'à un moment donné, si on ne suit pas avec le téléphone, on s'y perd un peu. Maintenant, j'aimerais rapidement revenir en arrière. Quelle est la différence entre un mail confidentiel et un mail qui ne l'est pas? Voilà, la différence entre un mail confidentiel et un mail qui n'est pas. D'abord, le nom le dit, l'autre c'est confidentiel, ça veut dire que c'est privé entre deux personnes qui s'échangent, bien sûr. Ça veut dire d'autres tierces personnes ne peuvent pas interagir avec eux. Et là, pour le mail standard, dès qu'on intercepte, vous savez que les pirates sévissent sur le net. Donc, si un pirate intercepte votre mail qui est standard, là, il n'y a plus rien. Lui a accès à tout. Tout ce que votre correspondant peut... est-ce que le mail standard n'est pas censé être déjà sécurisé, parce qu'on nous a quand même annoncé à grand renfort de publicité que nos communications sont sécurisées, puis on a parlé de cryptage, on a parlé de codes divers. Maintenant on nous amène encore cette affaire de confidentialité qui dans quelques semaines va peut-être encore disparaître, parce que des pirates vont toujours travailler pour pouvoir décoder toutes ces... Dans votre question ou bien dans votre inquiétude se trouve déjà la réponse, parce que vous savez, tout ce qui est sur Internet ne sont pas à 100% sécurisés, et aussi toute solution trouvée pour la sécurité informatique n'est pas pour autant permanente dans le temps. Voilà. C'est temporaire. Dès que vous trouvez une solution, les pirates aussi sont là. Ils travaillent. C'est vrai que leur travail, autre, c'est dans le sens négatif, mais les autres, ils développent en tout cas un contre-attaque pour pouvoir contrer un peu leurs attaques ou bien tout ce qu'ils font dans l'optique de nuire aux internautes. Alors, ce que vous dites que les mails sont protégés, bien sûr, les mails sont protégés parce que il y a toute une structure derrière qui protège tout ce que nous envoyons vers nos correspondants. Mais vous n'oubliez pas
il y a aussi que ces grandes structures aussi sont victimes des attaques virales. Par exemple, vous n'avez pas imaginé qu'une plateforme telle que Twitter serait, par exemple, victime d'un piratage qui va durer plus d'une journée. Mais ça arrive aussi, et ça s'est arrivé dans le passé. Même Facebook et tout ça là. Et à ces plateformes maintenant de demander à ces utilisateurs de soit ceux qui ont encore accès à leur compte de changer leur mot de passe et de renforcer leur sécurité. Donc, en plus des sécurités qu'offrent les plateformes là, il va falloir aussi au niveau des utilisateurs de pouvoir mettre en place leur propre sécurité, en tout cas afin d'accompagner ces plateformes là à assurer leur propre sécurité. Désormais, je sais comment envoyer des mails à mes patrons. Quand il s'agira de leur envoyer donc ces mails-là, je vais les coder, les sécuriser, ajouter surtout si vous insérez des documents confidentiels à l'instant. Par exemple, que vous envoyez votre relevé bancaire à quelqu'un ou bien votre RIB à quelqu'un, quelque chose comme ça qui est très confidentiel. Alors il faut sécuriser, sinon on va remettre en main. Merci à vous, Modeste Rondek Modji, le geek, le community manager de Eden Télévision et Diaspora FM, donc du groupe ITV. Vous allez mettre tout cela en ligne dans un moment. J'espère que Geek pourra également être mis en ligne parce que ce sont des informations très intéressantes et très utiles pour les téléspectateurs et les auditeurs. On devrait pouvoir sécuriser nos mails, notamment sur Gmail. Merci Geek. Nous allons immédiatement passer à la dernière rubrique de cette émission, dans l'avant-dernière. Je vais annoncer, et je ne peux ne pas le faire, annoncer que nous allons pouvoir pousser la chansonnette. Voici PLC de ce jour avec, me semble-t-il, Merveille de Apoké. Nous demandons si ça, wezombo yeru no yavia. Jini no de we no vichebutu no yena wadio. Nado no aklu no belo do toma omereba. Jini no de we no vichebutu no yena wadio. Nado no aklu no belo do toma omereba. Tatale weno sodatinoji tana tatale weno sodatinoji. Ok, le retour du groupe Apoké, c'est sur Eden TV avec Space le messager. Big up, on est ensemble. Oui, big up à Apoké aussi. Nous allons continuer cette émission avec, puisque on était dans Pousser la chansonnette, la sélection d'Eden s'enchaîne automatiquement. Ahmed Arepa, toujours aussi élégant, bonjour. Bonjour à vous, James William Gbagidi, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. J'ai envie d'ajouter que j'ai de qui tenir, donc ça se comprend. on ira chercher dans votre famille qui est ceux qui dont vous tenez. C'est ça, c'est ça. Pour nous parler aujourd'hui d'un chanteur béninois que je ne connais pas beaucoup. Oui. Zagbo. Zagbo. Oui, et son nom, à l'évocation de ton nom, évidemment, qui doit faire penser peut-être à, on va dire quoi, aux ordures. Oui, Zagbo. Je pense que Zagbo, dans une langue de chez nous, peut-être le goût. Oui, il y a des liens avec les ordures. Bon, voilà, donc Zagbo pour dire, voilà, balai des ordures. On l'avait reçu entre-temps à la radio, il nous avait expliqué un peu, justement, à quoi est-ce que ce nom, on le devait, ce qu'il fallait en retenir. En tout cas, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. Et j'ai eu le temps d'oublier un peu tout ça. On va le rappeler. Voilà, l'un de ces jours peut-être sur ce plateau. Mais il a sorti peut-être nous en parler. Donc il a une nouvelle vidéo, donc, à mettre à son actif. Où allons-nous passer une vidéo justement qui aurait pu, on va dire quoi, accompagner peut-être à un certain moment donné le gouvernement de la rupture dans l'une de ses politiques phares, en tout cas l'un de ses faits qui constituent, qui font partie en tout cas donc, de tout ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire depuis quelques années maintenant, 2 ans. C'est-à-dire justement celui qui concerne justement l'assainissement
de notre cadre de vie. Il est question ici donc de l'assainissement de notre cadre de vie, de rendre propre notre environnement. Et l'artiste qui demande où allons-nous passer, vous suivez un peu la vidéo, on revient pour finir. Bon, toga vite mina bon, arosu vite ni bon, préfet, dino kon zako dali, ti mi guadun, dino kon oja dali, ti mi guadun, dino kon zako do suplado me, ti mi guadun, dino kon zako do gota me, ti mi guadun, dino kon dasi dali, ti mi guadun, dino ni kuchi dali. Ti mi guadun, yero bon adado tezerere. Ti mi guadun, yero ni kan li kuku dalidi. Ti mi guadun, vitamina bon, arosu vitani bon. Toga vitamina bon, arosu vitani bon. Préfet vitamina bon, arosu vitani bon. Toga vitamina bon, arosu vitani bon. Préfet arosu Toga Arosu Préfet Mwe mino ganda lidile Tobile no do kuku bewe Chukwe mino de intomele No do adu memewe Kanlie mino de an lidile No do mezinde. Je le disais donc, hein, une vidéo qui aurait pu accompagner, ou en tout cas qui accompagne d'une certaine manière cette politique-là propre ou chère, on va dire, au gouvernement de la rupture, qui est celui de l'assainissement de notre cadre de vie. Ça vous fait penser évidemment au préfet du littoral, Modeste Toboula, justement. Et vous l'aurez remarqué, tout à l'heure vous demandiez, est-ce vraiment notre pays Oui, j'ai vu des images, plutôt agréables, oui, belles à regarder. Voilà. Il y en a également qui sont très sales. Qui sont très sales, évidemment, pour mettre un peu en lumière ce qu'il dit. Les images de certaines parties de la ville. Voilà, qui sont très jolies, justement. Et Zabo qui a tourné aussi à des endroits qui ont été, on va dire quoi, réfectionnés, justement, après que les différentes casses dont tout le monde s'est plaint entre-temps aient eu lieu. Et justement, ces endroits donc, ont été rendus propres. Vu les jardins, par exemple, donc, de Roiro ou autres. Voilà. Donc, il a tourné à ces endroits-là, justement, pour montrer que, voilà, il y a eu peut-être cette politique-là qui a déplu à beaucoup de personnes, mais c'était peut-être, voilà, pour nous conduire à ce bonheur-là, entre griffes. Merci à vous, Ahmed Arekpa. Nous n'aurons pas eu l'occasion d'être prolixe sur le sujet, mais c'est un clip éducatif. Bien sûr, une sorte de comédie musicale, voilà, il faut le rappeler, hein, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. En fait. Dans leur contexte, exactement. C'est cela, et c'est sur cette comédie musicale que nous allons dire merci à tous les téléspectateurs sur Eden Télévision et auditeurs de Diaspora FM, la 102.3. De nous avoir suivis, on se retrouve demain avec le même plaisir. Ne ratez pas le rendez-vous à 11h sur Diaspora FM. C'est la musicale info avec, bien entendu, Ahmed Arekpa à la manette. À tout à l'heure. Préfet Mwe mino ganda lidile Tobile no do kuku bewe Chukwe mino de intomele No do adu memewe Kanlie mino de an lidile No do mezindewe Keke mino toda lidile Afozon tole no baliko Sofla domado nou soule E nou do afo wen nou tobile we Midyo walo ble ni ole do Bo nou to ona inu kon Vitamina bon Arosu vitani bon Toga vitamina bon Arosu vitani bon Préfet vitamina bon Arosu vitani bon Toga vitamina bon Arosu vitani bon Préfet Edami Baramon Jardin Edami Baramon Reposoir Edami Baramon Manguier Edami Baramon Colatier Edami Baramon Cocotier Edami Baramon Avocatier Edami Baramon Kaizedra Edami Baramon Bougainvier Edami Baramon Bonsoir Edami Baramon. Où allons-nous passer, autorité? Où pouvons-nous passer, imam? Où allons-nous passer, pape? Où pouvons-nous passer, baba? Où allons-nous passer, marabout? Où pouvons-nous passer, gréviste? Où allons-nous passer, marathon? Où pouvons-nous passer, peul? Où allons-nous passer, petit cher? Où pouvons-nous